Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ouais, j'ai changé. Donc aujourd'hui, nous allons faire France. Donc dans France, je vais développer la partie normale, on va dire. Je vais parler surtout de l'économie, parce que beaucoup de choses dégueulasses pour nous, pour nos comptes. Et dans les brèves, j'ai mis tous les gens qui ont été poursuivis, que ce soit des politiques ou des gens lambda, qui ont été mis en examen pour des choses diverses et variées. Et nous finirons par un article que j'ai trouvé intéressant. Voilà, qui va un peu peut-être nous apprendre, ça dépend qui c'est qui l'a écrit, l'histoire. Donc nous allons commencer, ça y est, j'ai super chaud. Donc on va faire tout ce qui est économie. Non, parce que j'ai d'autres trucs qui sont pas économie, mais bon. L'équipe, les Girondins de Bordeaux évitent la liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce. Tu te demandes comment ça se fait qu'un club de foot, il peut être en liquidation judiciaire. Avec tous les sous qu'on file, avec tous les sous qui se palpent pour franchement voir un ballon rouler sur une pelouse, j'ai jamais aimé le foot. Vous voyez, autant j'aime les arts martiaux et tout, mais autant le foot, c'était pas mon trip, quoi. À part quand l'OM, il y avait Papin. Bordeaux a évité le pire ce mardi. Le tribunal de commerce a autorisé la poursuite d'activité du club jusqu'au 30 janvier. Tic-tac, tic-tac. Comme attendu, les parties sont de nouveau convoquées le 21 janvier pour commencer à avoir un plan de continuation. C'est-à-dire, ils vont continuer le club, mais il n'y aura plus les joueurs. Ils n'ont pas les pépates pour les payer. Ah ouais, non, ouais. Mais tout aurait pu s'arrêter ce mardi pour les Girondins de Bordeaux. Vous vous rendez compte? National 2, 4e division. Ah ouais? J'ai compris aller au foot, me demandez pas. National 2, 4e division. Ah ouais, d'accord. Je vais faire celle qui comprend. Ah ouais, non mais. Il n'en saura rien après une heure d'audience et 47 secondes de délibéré. Ah ouais, non mais. Alors, c'est une bonne nouvelle. Cela montre la confiance du tribunal dans notre projet qui est de remonter en national et rapidement en Ligue 2. Sûrement. Super. Bon, en fait, pour moi, vous savez, ceux qui sont à fond dans un sport. À la télé, hein, je parle pas ceux qui le pratiquent, hein, mais ceux qui sont à fond dans un sport, à la télé. Et en fait, je me dis, en fait, c'est tous des mecs, en fait, ou des femmes, on s'en fout, qui ont pas pu faire le truc, tu vois, et qui se voient à travers eux. Je pensais, parce que pour être à fond comme ça, franchement, je comprends pas. Enfin bon, chacun ses délires. 76 actus. La halle gourmande place au marché du Havre est en liquidation judiciaire. C'est magnifique. Ouverte en février 2023. Ouais, je suis sûre que ça va faire pareil que nous, la halle qu'ils ont ouvert, que je suis sûre qu'il y a personne qui va y aller. Et à ce moment, je suis en train de regarder les urbex, vous savez, tout ce qui est abandonné. Non mais c'est des trucs de fou. C'est hallucinant. Tout l'argent perdu, mais tout l'argent perdu, c'est affolant. Non, parce que quand c'est des trucs, bon, c'est vieux, ça fonctionne plus, bon, je sais rien, bon, ok. Mais quand c'est des palais, quand c'est des vieilles, des châteaux, il y a des souterrains avec des voitures dedans, il y a des... Ah non, mais c'est des trucs de fou. Quand vous voyez tout ça, des halles comme ça, des supermarchés entiers qui ont fermé du jour au lendemain. Ah ouais, non, mais c'est des trucs de fou. Donc, ouverte en février 2023, la halle gourmande située près de l'espace Coty au Havre est en liquidation judiciaire depuis le 11 octobre 2024. Explication. Ça va être simple, hein, c'est qu'il y a personne qui devait y aller. Détentrice de 6 halles gourmandes place au marché en France. Non, alors j'aime bien. Depuis le 11 octobre, explication. Et là, il vous marque. Nous ignorons actuellement les raisons précises de cette liquidation. Hypothèse, on est dans la théorie, espace près de 1600 mètres carrés, recense une dizaine de commerçants et peine à trouver l'affluence de la clientèle depuis son ouverture. Ben ouais, il n'y a plus personne qui va dans les halles. De son côté, la ville du Havre précise que la halle gourmande du Havre cherche toujours un repreneur. Ensuite, les échos. Quand la French Tech découvre le tribunal de commerce, c'est bien. Voilà, sois contente. Tu connais maintenant ce que c'est le tribunal de commerce. Les procédures collectives se multiplient dans les startups avec des entrepreneurs souvent mal préparés et des entreprises à la gestion atypique. Les dirigeants redoutent de voir leurs responsabilités engagées. Ouais, c'est sûr, il te faut faire un truc, un stage là de 3 jours pour t'expliquer comment tu gères une entreprise. Voilà. Alors par contre, j'ai pas la suite, je suis désolée, j'aurais dû le mettre dans les brèves, mais les brèves, je fais pas ça. Le tribunal de commerce de Paris situé sur l'île de la Cité fascine par sa beauté architecturale. Mais pour les start-upers qui franchissent les portes souvent pour la première fois, le choc est brutal. Oh, mon Dieu, j'ai eu l'impression d'être un criminel. Ben oui, tu es un criminel économique. Ah oui, non, tu es un criminel. Parce que tu as dû en toucher des pépettes, hein, moi je te le dis. Des subventions de l'État. 20 minutes. Alpes de Haute-Provence.
Les habitants d'une station de ski votent l'arrêt de l'activité. Même la neige, elle fait grève. Elle a dit, ah ouais, non, j'en ai marre que ski sur moi. On me fait des traces. Regarde, je suis pleine de rides. Non, non, c'est bon, on arrête tout, là. Maintenant, tu vas te foutre ta neige artificielle qui coûte une blinde en électricité et tout. Ah ouais, non, mais c'est sûr, hein. La mairie a sollicité l'avis des habitants de Seine-les-Alpes concernant l'avenir de la station du ski du Grand Puy. Eh ben voilà, c'est plus la peine d'y aller parce que c'est fini. Ils ont voté pour l'arrêt de l'activité qui connaît des difficultés d'enneigement malgré 5 km de pistes à neige artificielle. Et ouais, mais si tout autour c'est vert et qu'il y a des fleurs, c'est compliqué, tu vois. C'est pas dans le délire ski. Rideau pour la station du ski du Grand Puy. Et c'est 25 km de piste. T'en rends compte ça aussi, combien ça a dû nous coûter. À environ 45 minutes de Digne-les-Bains. Gap et Barcelonnette. Ouais, je connais pas. Non, je sors jamais de Marseille. Ça va, c'est bon. Moi, je connais les États-Unis, je connais la Russie, je connais la Turquie. Mais je connais pas Barcelonnette, Gap et Digne-les-Bains. Voilà. Canon à neige à vendre. Ah, ben voilà, si vous voulez un canon à neige, hein, pour cet hiver, pour votre jardin, dont un télésiège de 4 places. Installation pour un montant de 600 000 euros pour revendre. Ah ouais, non, c'est bien. Et combien ça avait coûté? Des pertes, 350 000 euros par an. Le chiffre d'affaires a fondu de 60%. Bah écoutez, magnifique. Ensuite, oh, ils vont mettre tous les petits vieux dans la cuisine. Ah bah oui, ou alors ils vont les laisser mourir dans des maisons de retraite toutes dégueulasses. Ah oui. Plus de 70 résidences seniors menacées de fermeture devant le tribunal de commerce. BFM Business. Les établissements pour retraités du groupe Réside Études. Palazzo, les Girondières accumulent de lourdes pertes. Je me demande comment il faut, c'est pas possible. Mais où il va l'argent? Mais comment? Tu n'as pas de comptable? Non, mais je sais pas, moi, des fois, on dirait que, alors, nous, ils viennent nous casser les bonbons, parce que tu ouvres une entreprise, il te faut une comptable, il te faut ci, il faut que tu fasses ton bilan avant telle date, parce que sinon, après, tu as une amende, je sais pas quoi. Et eux, ils font ce qu'ils veulent, en fait. 72 résidences pour seniors sont menacées de fermeture. Avec une grosse interrogation pour l'avenir des 5000 résidents et des 1300 salariés. Les 1300 salariés, déjà, je sais, c'est chômage. Hein, voilà. Ou alors, ils iront se recaser dans d'autres maisons de retraite où ils seront super mal payés et traités comme des chiens. Et par contre, ouais, les 5000 résidents, ben, je pense qu'eux, ils vont être vaccinés grippe Covid. Réside Études gère avant tout des résidences étudiantes. Ah ben voilà, c'est pour ça. Ah ouais, ma foi, tu t'occupes de jeunes et là tu t'occupes de vieux. Ah ouais, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Tu vois, le jeune, tu n'as pas besoin de lui laver le cul. Tu vois, oui, voilà. Il y a 15 ans, il a investi également le secteur des résidences. Ah ben c'est pas beau. 400 millions d'euros de dettes. Ah, c'est bien. Ça plaît aux Français. Donc bon, moi, je suis gauloise. Je suppose que ceux qui m'écoutent, les 3/4, ils sont gaulois aussi, un petit peu, en tout cas. Donc nous, ça ne nous regarde pas. Ah bah non. Ensuite, insectes, un symbole de la French Tech en danger de mort. Oh, mon Dieu, on mange pas les insectes, ouais. Cette start-up couvée par l'État français et des fonds prestigieux a ouvert une procédure de sauvegarde. Elle est à court de cash. Il n'y a plus de bobos. Les bobos se reproduisent pas. Il y a que les pauvres qui se reproduisent encore un peu. Et donc du coup, eux, ils vont pas manger des insectes. Tu vois, non, parce que l'Africain qui peut-être dans sa vie s'est retrouvé confronté à une famine a sûrement mangé des insectes. Donc pour lui, ça lui rappelle un mauvais souvenir, tu vois. Donc du coup, quand il va arriver en France, il va pas se dire, tiens, je vais manger les mêmes animaux que je mange, enfin, les mêmes insectes que je mangeais chez moi. Tu vois, il va vouloir un steak, il va vouloir un truc un peu plus consistant, tu vois, voilà. Alors, pour délire, ouais, c'est bon, ça a le goût de la chips, mais bon, pour se nourrir tous les jours, non. Chassepassion.net. Ouais, non, je vais des fois sur des sites un peu chelous, mais bon. L'OFB, sévèrement recadré par le Sénat pour son manque d'activité et de légitimité sur le terrain. Et je me suis dit, c'est quoi l'OFB? C'est l'Office français de la biodiversité. Viens à Marseille, tu vas la voir, la biodiversité. Ah ouais, entre les rats, les pigeons, les perruches et les cafards. Ah, t'en as de la biodiversité, moi je te le dis. Alors, voilà, près de 5 ans que l'Office français de la biodiversité a été créé. Et c'est à cette occasion, ben oui, mais ça c'est des gens, c'est un peu comme certaines personnes, fonctionnaires, que tu sais pas quoi faire parce qu'elle a fait des études, donc tu la fous là-dedans. Mais le mec, il s'en bat les bonbons de la biodiversité, tu vois. Et c'est à cette occasion que le Sénat a décidé de faire le bilan des actions de ce nouvel organisme, ainsi que son positionnement vis-à-vis du grand public. Ah bah, on n'en a jamais entendu parler. On peut comprendre qu'avec un budget de plus de 650 millions d'euros. Putain, tu as fait de la biodiversité, hein, je t'explique, hein.
Les pouvoirs publics attendent des résultats. Ah bah, tu vas les attendre. Le nombre total d'infractions relevées au titre de la police de la chasse a ainsi baissé de 87%. Ah ouais, là, ils brûlent rien. Ah ouais, là, ils brûlent rien. Et après, toi, ils viennent de te faire chier parce que tu es au RSA, tu es payé 700 euros et que tu vas pas travailler comme un chien, tu vois, pour 700 euros. Et eux, ils sont payés à rien foutre. Non, c'est bien, 650 millions d'euros qui partent dans la nature, c'est le cas de le dire. Ah, je suis trop forte. Alors, et on va passer, alors, du coup, puisqu'on était sur de l'économie, le monde, la part de la population française avec un niveau de vie sous ou autour du taux de pauvreté a augmenté, alimentant une colère sociale. Non, ça va. Non, ça va, ils s'en foutent, hein. Ah, c'est le standard du pouvoir d'achat, ça s'appelle SPA. Pour ça, je comprenais pas ce que la SPA venait foutre dans le truc. Ah ouais, non, ça n'a aucun rapport. Donc, le pouvoir d'achat moyen d'un Français était de 24 900 SPA, soit 24,5% plus que les Espagnols et 7,8% plus que les Italiens, mais moins que les Allemands. Celui des Allemands se situait 10% au-dessus des Français. Entre 2015 et 2022, l'évolution du pouvoir d'achat dans l'Hexagone est comparable à celle des Allemands. Donc ça veut dire qu'ils ont baissé. Ça m'étonnerait qu'on ait augmenté. Donc eux, ils ont baissé sur cette période qui couvre la crise du Covid et le premier quinquennat de Macron. Ah non, l'augmentation du pouvoir d'achat est de 20% dans les deux pays. Alors ils sont plus que nous, puisqu'ils viennent de dire que celui des Allemands se situe au-dessus, 10% au-dessus. En ce qui concerne 2023 et les années suivantes, la Banque de France précise que le pouvoir d'achat par habitant progresserait en moyenne de 0,6% en 2023 et 0,7% en 2024 et 0,5% en 2025. Le taux de pauvreté, la part de population qui dispose d'un revenu inférieur à 60% de la médiane des niveaux de vie dans le pays concerné, soit 1236 euros par mois en France. En conclusion, depuis 2015, même si le pouvoir d'achat pour la population totale a augmenté en France comme en Allemagne, la part de la population française avec un niveau de vie sous autour du taux de pauvreté a augmenté, alimentant une colère sociale. Non. Donc du coup, puisqu'on parle de ces Français, on va parler aussi de leur QI. 78%. Quoi. Moi je vous dis, il y a un noyau dur. Il y a un gros noyau dur en France. Sondage, le JDD. Ah bon, en plus. 78% des Français veulent emprisonner les individus sous OQTF. Alors déjà, tu n'as pas la place pour les Français habitants de France légaux dans les prisons. Et en plus, tu veux mettre les OQTF. Non, c'est bien parce qu'on va payer pour garder des gens qui vont devoir partir. Pourquoi faire? Mais c'est vrai que sûrement que les 78% des Français qui veulent emprisonner les individus sous OQTF n'ont pas de problème à la fin du mois financier. 1010. Moi, je dis, pour des sondages, il faudrait qu'ils fassent l'effort, surtout pour ce genre de questions quand même, qui savent que ça oriente vachement beaucoup les gens. Ils devraient faire, par exemple, 6700. Tu vois, déjà, ça serait plus représentatif. Tu vois, 6700. Tu vois, parce que plutôt que de faire 50 sondages à 1000 personnes, fais un sondage, mais sur 50 000 personnes. Sondage CSA, CNews, Européen et JDD. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah c'est sûr que là, on est sûr qu'ils brillent pas par leur intelligence. Ça, c'est clair. 21% ne partagent pas cette opinion. Et 1% ont choisi de ne pas se prononcer, oui, parce que du coup, c'est pas assez intéressant. Alors que les hommes sont plus nombreux que les femmes à être favorables à l'emprisonnement systématique. Ah bah oui, ça dans les cerveaux, elles, sans limite de temps. Ah, d'accord. En plus, hein? Comment ça, limite de temps? Les hommes sont plus nombreux que les femmes à être favorables à l'emprisonnement systématique et sans limite de temps des OQTF. À vie. Ah, tu les emprisonnes à vie. Ah ouais, non, ils sont forts, hein. 79% des hommes et 77% des femmes. C'est-à-dire peut-être 500 hommes et 500 femmes. Tu as vu que tu les enfermais à vie. Mais si tu les enfermes à vie, chérie, ça ne sert plus à rien de faire des OQTF. Enfin, je veux dire, tu vois, puisque tu les enfermes à vie, donc tu peux pas le sortir du territoire. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi le délire? Hein? Non, s'il vous plaît, c'est quoi le délire? Alors, la proportion de Français... Non, mais la proportion de Français favorables à cet emprisonnement systématique et sans limite de temps varie selon les âges. 72% de la tranche 18-24 ans, je suis au bout de ma vie. 64% pour les 25-34 ans. Et ça remonte à 75% pour les 35-49 ans. Ensuite, plus l'âge augmente, plus la proportion de Français favorables, ouais, c'est-à-dire 2 ou 3, parce que du coup ils sont 500, sont favorables à l'emprisonnement systématique et limité dans le temps. Je répète, si tu es emprisonné à vie, tu ne pars plus de France. Donc pourquoi délivrer des OQTF?
85%, les catégories socio-professionnelles supérieures, CSP+, sont 76% à être favorables à ce principe. Le chiffre descend 72%, et ouais, c'est-à-dire, plus ils font d'études, plus ils sont cons. Et ouais, c'est ça, hein. Et ouais, non, c'est ça. Plus tu fais d'études, plus t'es con. Et ouais. Alors, il te manque à la fin, le meurtrier de Philippines, était sous le coup d'une OQTF depuis le 18 juin 2024. Il avait effectué 5 ans en prison pour le viol d'une jeune femme de 23 ans il y a quelques années. Sauf que le viol d'une jeune femme, franchement, tu te prends 5 ans, tu es tranquille, hein, c'est finger is the house. Et après, normalement, tu es renvoyé chez toi. Donc, comme tu sors de prison, en fait, t'as pas le temps de sortir de prison quand tu te mets dans un fourgon et tu repars direct chez toi. Mais bon, comme on le fait pas, donc c'est mieux de les garder en prison à vie. On n'a pas la perpétuité en France. Mais pour les OQTF, oui. On va parler un peu de ça. Non, parce que le mec, il faut voir ce qu'il dit. Procès des viols de Mazan sur le banc des accusés. Adrien L. C'est pas une bougnoule? C'est pas une OQTF? Un jeune homme de 34 ans, au profil lisse, issu d'une famille structurée et aimante. Pourquoi quand tu es tordu, hein? Alors ça c'est lui qui parle. J'avais une facilité, quand on a tout ce qu'on veut, on cherche toujours plus. Mais à chercher toujours plus, on ne sait pas ce qu'on veut le plus. Ah, là, je crois qu'on a su. Adrien L. en est conscient. Il n'a pas le profil des autres accusés jugés pour viol sur Gisèle. Il vient d'une famille structurée et aimante, comme le rappelle à plusieurs reprises le président de la cour criminelle du Vaucluse, qui va le juger pour la 2e fois en quelques mois. Oui. Non, parce qu'il a déjà eu une affaire. Ouais, non, voilà, tu vois, voilà. Adrien L. fait partie du groupe des 7 co-accusés pour lequel les faits sont examinés cette semaine. Lui est le plus jeune, 34 ans. Les viols que lui reproche font partie des plus anciennes, découvertes dans les vidéos filmées et consignées de Dominique et datent de 2014. Il a toujours assuré pendant l'instruction ne pas avoir su que Gisèle Pellico avait été droguée. Ah ouais, non, ça va, non. Non, ça va, elle était souple, hein. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était souple, cette personne. Et puis alors, elle rechignait pas. Ah ouais, non, pas un bruit, rien, docile, tranquille. Ah ouais, tu pouvais la mettre dans toute... Elle a même fait le poirier. Eh ouais, non, franchement, nickel, hein, pour son âge, j'avoue que... Comprendre comment ce garçon, fils de bonne famille, fils d'un couple dont il envie la réussite, a pu passer à l'acte. Eh ouais, sa mère, elle a été trop super protectrice. Eh ouais. Et il était en admiration devant son père. Et une sœur dont il était complice. Fait, voilà. Paix, amour, gloire et beauté, hein, on va dire. Scolarisé en école privée, puis école en travaux publics, la même que son père. Oh bon, oui, écoute. Puis un emploi dans l'entreprise familiale, l'une des plus importantes de la région, avec un chiffre d'affaires dépassant les 130 millions d'euros. Oh, mesquinette, oh bah oui, mais tu te rends compte tout cet argent, après, comme il a dit, tu sais plus quoi faire de ta vie. Ah bah oui, je ne travaillais pas pour l'entreprise, je travaillais pour mon père. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça son problème psychologique. Je voulais que mon père me regarde avec des yeux... C'est vraiment quelqu'un pour moi, je travaillais comme un chien, il m'a mis de côté. Eh ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a un problème avec son père. Côté privé, Adrien, elle, collectionne les compagnes. Il a son amour de jeunesse qui tombe rapidement enceinte. Elle a 16 ans et lui 18. Ah ouais, c'était un chaud lapin. D'accord. Les dates ne coïncidaient pas. Il était parti travailler plusieurs mois quand elle est tombée enceinte, insistait la mère de l'accusé. Et ouais, c'est à cause d'elle aussi. Et en fait, il n'est pas le père. Oh, choc au cœur. Choc au cœur, donc du coup, je vais me taper une vieille. Car il a continué à s'en occuper, même sachant qu'il n'était pas le père. Et donc, ben, ça c'est son problème et c'est son choix. Hein. Pourtant, il a eu la haine envers les femmes. La sexualité d'Adrien, elle, est décrite comme exacerbée. Il pratique le libertinage, fréquente les clubs échangistes. Ses autres compagnes ne sont pas épargnées. Adrien, elle, a été condamné en appel il y a quelques mois à 14 ans de réclusion criminelle pour des viols et des violences commis sur 3 d'entre elles en 2017 et 2018. Oh, mais sa mère et sa sœur disent que c'était une personne gentille, généreuse et protectrice. Oh bah oui, ah bah oui. Non mais c'est toujours les gens super gentils qu'en vérité c'est plus chétane. Non, ce parcours criminel s'explique par 2 événements. Il y a cette agression sexuelle
dont il dit avoir été victime à l'âge de 8 ans et qu'il a tué à sa famille pendant une vingtaine d'années. Ah bah oui, en fait, il a sorti que quand il y a eu des problèmes. Des attouchements sur lesquels il ne peut pas s'exprimer. Ah bah oui, commis par un cousin. Oh, que des tordus dans ce monde-là, mon Dieu, mon Dieu. Un proche mis en valeur par ce père idolâtré. Il y a aussi le décès dans des conditions non évoquées en 2020 de sa fille qu'il s'apprêtait à reconnaître. Ah bon, je croyais qu'il pouvait pas se l'avoir. Non, non, mais lol, le président rappelle toutefois que ce décès est postérieur au fait reproché. Sa haine contre les femmes a été polie. Oh, dommage que ça soit pas un Mamadou. Ah ouais, ni un OQTF. Ah ouais, c'est con. Et je suis sûre que les 3/4 des mecs qui l'ont sauté, c'était des blancs. Et je vous dis, cette histoire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, je vous le dis. Allez, on va faire les brèves. Ouest France, un ancien patron de la DGSE sera jugé pour complicité de tentative d'extorsion. C'est bien la DGSE. Et ouais, la sécurité extérieure de 2013 à 2017. Bernard Bajolet. Donc je vais juste lire de quoi il est accusé. Voilà, pour complicité de tentative d'extorsion envers un homme d'affaires en 2016. Atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique. L'homme d'affaires Alain Duménil accuse le service de renseignement d'avoir fait usage de la contrainte pour lui réclamer de l'argent en 2016. Le Huffington Post, l'ex-ministre Agnès Firmin-Le-Bodo. On dirait mec. On dirait Rima Abdul Malak et comment elle s'appelle, Beloubé. Vous êtes sûr qu'on n'a pas un souci de changement de sexe? Non, je sais pas. Elles sont très bizarres ces femmes. Elles ne ressemblent pas à des femmes. Moi, je suis masculine, mais elles... Oula, condamnée pour ses liens avec les laboratoires pharmaceutiques, je te fais un peu lifter. Tu vois, voilà. Ancienne ministre de la Santé a été condamnée le 14 octobre dans le cadre de l'enquête sur ses liens avec l'industrie pharmaceutique à une peine d'amende de 8 000 euros. Appartient à sortie d'un sursis. Avoir reçu des cadeaux sans les déclarer de la part de la multinationale des produits de santé. Urgo cherchait... Ah, c'est pas ce semaine. Alors, en janvier, les laboratoires Urgo avaient été condamnés à une amende de 1 125 000 euros, dont 625 000 euros avec sursis. Ah, parce que maintenant, on peut avoir des amendes pécuniaires avec sursis. Le neveu de Brigitte Macron fait abattre 56 arbres pour construire sa maison avec piscine. Le projet attaqué en justice par les voisins. Midi libre. Jean-Alexandre Trogneux, neveu de Brigitte, voit son... c'est pas lui qui s'était fait éclater, hein. Voit son projet immobilier au Touquet Paris-Plage, perturbé par un recours en justice du voisinage. Oh, c'est con de voisins, pourquoi on les a pas... 86 nouveaux arbres seront plantés. C'est fou. Toi qui soi-disant biodiversité, je sais pas quoi, c'est aucun rapport à ce que absorbe un arbre vieux et un arbre qui commence. Tu vois, voilà. Pourquoi tu coupes des arbres pour les replanter en fait? Le Figaro. Le socialiste Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, mis en examen pour détournement de fonds publics. Alors, un mécanisme lui permettant de faire financer ses frais d'avocat par la collectivité. Oh bah écoute. Attends. Le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine à la tête de la plus grande région de France depuis 1998. Ah bah bientôt c'est à vie quoi. Des équipes, des moyens financiers de la région pour faire sa campagne électorale. Bah oui écoute. Aucun enrichissement, mais... Ah non, tu t'es pas enrichi. Mais c'est l'État qui a payé pour toi en fait. Libération, Alas, club de striptease, achat d'alcool, le président du département de la Somme jugé pour détournement de biens publics. 370 000 euros. Ah, ça va, c'est rien, putain. Attends, oh. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Stéphane Aussoulier. Plus de 17 000 euros de frais de restauration. Eh, ben j'ai bien. À plusieurs reprises, 16 ou 17 trajets par mois. Oh bah écoute, mon foyer, il aime se déplacer. C'est un nomade. Oh lui, mesquinette, tu m'as fait de la peine. Le député RN, Flavien Termé, Benjamin de l'Assemblée nationale démissionne. Oh, c'est celui qui a personne qui a voulu lui serrer la main un peu cher. Il était touché à fond, il a dit non, moi ça m'a choqué. Pour des raisons personnelles d'ordre médical. Ah oui, il est tout blanc. Ouais, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Faut que tu aies une peau soleil, viens à Marseille, viens, il fait le soleil magnifique, une chaleur, je suis en train de fondre. BFM TV. Pantalon retiré, cliente filmée à leur insu, un masseur mis en examen pour tentative de viol et agression sexuelle. 3 vidéos de jeunes femmes dénudées sur une table de massage ont été découvertes dans le téléphone de cet homme de 34 ans. De nationalité française. Ah ouais, on se doute, c'est... Enfin, non, on se doute pas, mais bon, à la base, c'est un masseur. Donc, on se doute que c'est pas un OQTF, tu vois. Un masseur qui lui avait proposé de lui prodiguer un massage indien traditionnel. Oui, alors, les massages indiens traditionnels, pour le masseur, c'est des massages internes. On va l'appeler comme ça, c'est des massages internes. Il y a les massages externes, et puis après, il y a les massages internes. Il faut une qualification spéciale. Voilà, au niveau des parties intimes de façon inappropriée.
Ah oui, après, il a retiré son pantalon. Ouais, non, parce qu'il était un peu serré. Eh ouais. Sent-il le sexe en érection de l'intéressé se positionner au niveau de son sexe? Ah ouais, et carrément, il essaye de lui offrir la courgette. Ou le cornichon, tout dépend. La thalasso de Roscoff. Voilà, super. Européen, Mayotte a pris une mutinerie dans la prison. Les surveillants exercent leur droit de retrait. C'est magnifique. Tous les surveillants de jour dans la prison de Magicavo. Ah oui, c'est pas possible de reprendre le travail dans ces conditions. Oh bah non, attends. La criminalité explose à Mayotte. Eh ouais, ils sont sur une île, c'est compliqué. Les détenus ont pété un plomb. Oh putain, j'ai pété un plomb. Ça m'intéresse. Voilà pourquoi la France a voulu conquérir l'Algérie à partir de 1830. C'est fou ça, hein? C'était il y a pas longtemps quand même, hein? Non, ça fait quoi? Ça fait 200 ans? C'est une date qui est désormais gravée dans l'histoire en mai 1800... Pas du tout. Vous connaissez même pas. En mai 1830, la France de Charles X a envoyé une expédition à Alger pour conquérir l'Algérie. Pour mieux comprendre cet envahissement, il faut d'abord remonter plus de 30 ans en arrière. En 1798, le gouvernement du Directoire avait en effet acheté du blé à la régence d'Alger afin de nourrir une expédition organisée par le général Bonaparte en Égypte. Et c'est là où il a dit: du haut de ces pyramides, 40 siècles, nous comptons. Ouais, je la connais parce que dans cette famille, j'avais le personnage célèbre. Pas besoin de lire pour s'instruire. On peut jouer aux sept familles. Pour payer cette denrée, le pays des droits de l'homme, nous, avait ainsi contracté un emprunt auprès de familles juives d'Alger. Ah, mais je croyais que les Maghrébins, les Arabes et tout, ils étaient antisémites. Pourquoi il y aurait eu des Juifs à Alger avant qu'il y ait les Français? Il y avait déjà des Juifs à Alger. Oh, c'est con, hein? Ah ouais. Mais ils sont vachement antisémites, les musulmans. Ah ouais, non, fou. Qui avait ensuite demandé une garantie au DY d'Alger, le régent de la ville. Cependant, en 1827, le D d'Alger, Hussein, mit un soufflet à Paul Deval, consul de France, venu pour que la France rembourse son emprunt à la régence d'Alger. Ah, parce qu'on devait des sous. Cette affaire a malheureusement rompu tous les liens diplomatiques entre les deux États. Pour restaurer l'image de la France, le roi Charles X a pris la décision de lancer une expédition vers Alger dans le but de conquérir le territoire. Il s'agit d'une opération de prestige du gouvernement de Charles X qui exerce alors à imposer en France une politique réactionnaire et un gouvernement plus autoritaire. Il estime avoir besoin d'une opération de cette envergure pour donner l'image d'un pouvoir fort qui doit permettre de faire passer des réformes de politique intérieure. Pour arriver à ses fins, Charles X a mis les petits plats dans les grands. Selon le spécialiste, le chef d'État aurait mobilisé pas moins de 40 000 hommes et des moyens navals considérables. Les Français se gardent bien d'attaquer directement à Alger, mais débarquent à Sidi Ferruche, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest. Le débarquement a lieu en été. On craignait des tempêtes, mais finalement l'escadre arrive par beau temps et réussit à débarquer ses troupes. En quelques jours, l'armée marche sur Alger le 5 juin. Le 5 juillet, la ville capitule. Eh ben, putain. C'est parce qu'en fait, Alger, il est venu demander les sous, comme lui redevait, et il a pas trop apprécié Charles X. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous y abonner, à faire un peu ce que vous voulez. Et donc d'ici ma prochaine vidéo Europe, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.